avant de vous engager. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h42, c'est l'heure d'Esprit Libre sur Radio Classique avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Géraldine, bonjour. Bonjour David. Et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova, qui a un succès d'audience inégalé, inespéré. Félicitations, les dernières vagues d'audience. Inespéré, espéré quand même. Oui, mais enfin bon, il faut. Moi, j'ai écouté une émission de philosophie l'autre jour. On disait qu'il ne faut pas espérer parce qu'on est toujours déçu. Donc voilà. En tout cas. Pas désespérant en tout cas. Le résultat. Félicitations. Donc, mais aujourd'hui, vous êtes avec nous sur Radio Classique avec Géraldine et on va parler de Macron chef de guerre. Alors, c'est pas la première fois qu'il se pose en chef de guerre. Il adore ça ou le faut-il aujourd'hui être chef de guerre ? C'est en tout cas adapté de montrer les muscles. Chef de guerre, bon, on va redescendre un peu. Il s'agit surtout d'une opération d'exercice au Groenland, auquel la France va participer. C'est une petite opération, mais l'Europe ne pouvait pas rester bras ballants face aux menaces répétées d'un Donald Trump qui est complètement imprévisible dans la région et que personne ne comprend. 19 chasseurs alpins et un consulat ouvert au Groenland. Si c'était pas si grave, on en rigolerait parce que, en fait, c'est un jeu de dupes. Les Européens vont au Groenland non pas pour se défendre contre Trump, mais pour défendre le Groenland en soulageant Trump de cette charge stratégique. Oui, mais en même temps, on est là dans le registre diplomatique par définition, c'est-à-dire on joue avec des symboles. Et le symbole est important, le symbole de voir qu'un certain nombre de pays membres de l'OTAN envoie quelques soldats significatifs pour montrer que ça ne se fait pas de revendiquer comme ça la propriété d'un territoire alors même qu'on est membre de la même alliance. Je veux dire, le symbole fonctionne à plein et donc d'ailleurs avec un large soutien de l'opinion américaine parce que 75 ou 76% des Américains désapprouvent l'attitude actuelle de Donald Trump. Mais ça nous renseigne sur Trump quand même parce que quand son slogan « Make America Great Again », le grand dans son slogan, ça veut dire des territoires en plus. Ça veut dire on s'élargit, on s'agrandit. C'est ça que ça veut dire. Et donc on n'avait pas perçu cela tout de suite. Pourtant, il l'a dit dès son investiture. Dès son investiture, il y avait le Panama, il y avait le Canada et il y avait le Groenland. Donc voilà. Et c'est incompréhensible. C'est aussi pour ça les Européens sont vraiment sur une ligne de crête. La démarche de Donald Trump n'a pas de rationalité, si vous voulez. Donc c'est très compliqué de construire une réponse adaptée. Que le Groenland soit stratégique pour les États-Unis, pour lui, oui, c'est une réalité. Mais dans ce cas, ça serait au top des priorités des stratégies américaines et de renseignement. Les derniers documents de sécurité nationale, celle de novembre, je crois, 2025, c'est même pas mentionné. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez une vraie menace imminente, il a une base sur place. La première démarche, c'est peut-être de renforcer d'abord votre présence humaine et matérielle sur place, plutôt que de faire des grandes déclarations comme ça, politiques, spectaculaires. Quand vous regardez les échanges commerciaux, si c'était important, ça se traduirait dans les chiffres des échanges commerciaux. Le Danemark est le premier partenaire commercial du Groenland. Ok, le deuxième, c'est la Chine. Ensuite, il y a l'Allemagne, le Japon. Il n'y a pas les États-Unis dans le top 10. Donc ça veut dire, depuis 15 ans, il n'y a pas eu de lien forgé. Donc en fait, tout ça tombe de manière immédiate, extrêmement brutale, absolue. Je prends. Alors que finalement, rien n'a été fait depuis 10 ans. Donc c'est très difficile pour les partenaires des États-Unis. Ça reste, ils sont alliés. Mais ils se vivent comme partenaires, mais ils ne le sont plus. C'est toute la question. Écoutez, la défense américaine est aussi, par exemple, dans le cadre du traité du NORAD, le traité Canada-États-Unis pour surveiller justement l'espace aérien dans le Nord. Ça fonctionne toujours. Donc les implications géostratégiques pour Trump d'une action au Groenland, elles sont dommageables pour lui. Le premier avantage de cette alliance, des États-Unis par rapport à la Russie et à la Chine, c'est justement ce système d'alliance. Donc, on a du mal à comprendre la rationalité en fait de sa démarche. Est-ce qu'il veut un trophée ? Il y a deux éléments, un immédiat et l'autre à plus long terme. Dans l'immédiat, il faut écouter les chefs militaires américains qui considèrent que c'est totalement l'attitude
de Trump est totalement contraire à la doctrine de dissuasion et de défense des États-Unis, laquelle repose sur un tissu de bases militaires universelles sur l'ensemble de la planète. Il y a 128, je crois, grandes bases américaines au total dans le monde qui sont abritées par une cinquantaine de pays. Et si on y ajoute les plus petites bases, que les grandes bases telles que celles qui existent au Groenland, on arrive à un chiffre beaucoup plus important évidemment et à quelque chose comme 80 pays. C'est là-dessus, c'est sur ce réseau-là que repose la défense américaine, et les généraux américains disent on n'a jamais besoin de la propriété de ces bases. On passe des accords de défense, mais on n'a pas besoin de la propriété. Pour la propriété, il faut être versé dans la promotion immobilière comme les Donald Trump pour penser qu'il faut s'agréger ce territoire-là. À plus long terme, je trouve que moi, à chaque jour qui passe, renforce ma grille de lecture là-dessus. Parce que, au fond, quel est le projet de Vladimir Poutine ? D'effacer l'OTAN, d'effacer l'Union européenne. Et que fait Trump en ce moment ? Il est en train de détruire l'OTAN. Donc il va à la rencontre très précisément de ce qui est l'objectif stratégique de Vladimir Poutine, reconstituer l'empire soviétique et donc mettre fin à l'existence de l'OTAN. Or là, il fait un acte politique qui peut détruire l'OTAN et qui va probablement détruire l'OTAN. Donc il est là au devant des objectifs stratégiques de Poutine alors qu'il est censé porter l'héritage d'un Ronald Reagan qui a vaincu l'Union soviétique. C'est là que ce paradoxe historique majeur qui fait que je pense que Donald Trump, s'il va au bout, restera dans l'histoire américaine comme celui d'une Amérique plus petite. S'il va au bout, comme vous le dites. Mais pour l'instant, comme je vous dis, comme je ne vois aucune rationalité vraiment à cette démarche, j'ai des doutes. En tout cas, puisque c'est la question de départ, la réponse européenne et celle d'Emmanuel Macron me paraît adaptée à la situation. Il ne faut pas oublier que l'Europe a quand même à long terme, un petit peu de levier. Elle a des leviers. C'est un énorme marché pour les entreprises américaines, même si elle est faible militairement et qu'elle ne pourra pas s'opposer à une entreprise de Donald Trump s'il décidait effectivement, je sais pas, d'envahir le Groenland. D'autres ont des leviers. C'est pareil pour le Canada. Le Canada fournit une grande partie de l'électricité, de l'eau douce au nord des États-Unis. Trump a déjà reculé sur le Canada. Oui, mais alors là, s'il envahit le Groenland, les Canadiens seront pas contents non plus, parce que ils sont aussi partie de cette alliance. Donc, je pense qu'il est urgent d'attendre quand même, tout en restant vigilant ce que fait exactement l'Union européenne. Hervé Gattegno parlait de l'éternel recommencement tout à l'heure dans sa revue de presse. Il y a effectivement une espèce d'éternel recommencement dans la façon dont Trump gère les dossiers. Il annonce beaucoup, il obtient peu, il recule, il réannonce beaucoup, il obtient un petit peu, et puis passe à autre chose. C'est ce qui se passe. Par exemple, sur l'Iran, où il a dit l'aide arrive, et puis rien n'arrive. Sur Maduro, certes, il a exfiltré Maduro, mais il laisse le numéro 2 en place. Donc, il y a une forme de modération dans l'excès. Il découvre en fait ce que c'est que la géostratégie. C'est que voilà, on ne sait pas, comme dans un marché immobilier, c'est pas un face-à-face avec je prends et on fait un deal. Il y a d'autres personnes dans la partie. Sur l'Iran, il a vraisemblablement parlé trop vite avant que ses alliés dans la région se rappellent à lui. Regarde, il suffit de regarder une carte. Si l'Iran n'est pas content, il suffit à l'Iran d'envoyer un missile sur le Qatar qui est juste en face et il le détruit. Donc, tout en envoyant des gens au casse-pipe, parce que sa formule, la cavalerie arrive, en gros, on arrive, allez-y, manifester, protester, ça s'est heurté, il y a eu un véritable bain de sang. Alors maintenant, il dit le sang ne coule plus, donc pour justifier son retrait, lequel est justifiable uniquement parce que l'Arabie Saoudite, entre autres, mais même Israël aussi, lui ont expliqué qu'il allait ajouter le chaos au chaos et qu'il était hors de question qu'il intervienne. Donc il a reculé sous la pression de ses amis locaux. Alors, il y a quelque chose de particulier, mais entre l'importance de l'actualité internationale, entre le procès de Marine Le Pen, qui l'extirpe du bassin politique un peu avant la date,
et le feuilleton du budget qui pour les Français est absolument narcoleptique, la vie politique française est un peu étouffée en vérité. Il y a quelque chose de neutralisant dans cette procédure budgétaire qui dure. Va-t-on en sortir? Faut-il donner du temps au temps, comme le dit Le Cornu, qui a comparé cette procédure budgétaire à un rôti bien ficelé qu'il fallait faire mijoter. Et si on devait aller jusqu'à mi-février, il fallait y aller. On pense quand même que ça a beaucoup mijoté et assez mijoté parce que c'est un feuilleton qui est devenu interminable et dont tout le monde se lasse. Le seul, mais qui est quand même relié à l'actualité parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de rallonge budgétaire pour les armées et pour la loi de programmation militaire. À un moment où le président de la République, à juste titre, met l'accent sur les efforts qu'il faut faire dans ce domaine et sur la continuation d'un plan de réarmement à la fois de l'ensemble de l'Europe, mais aussi de la France elle-même. Donc le budget aussi a sa traduction dans le paysage international d'aujourd'hui. Et puis le feuilleton a assez duré, on a assez fait la démonstration, le Premier ministre a suffisamment fait la démonstration qu'aucun compromis ne sortirait de cette Assemblée et que donc il faut que le gouvernement utilise les armes que la Constitution lui donne. Géraldine. 49.3, ce qui semble la seule solution. C'est vrai que cet attentisme de Sébastien Lecornu est assez incompréhensible. Je veux dire, voilà, ça fait des mois que ça dure. Vous disiez pas de budget pour les armées, pas de budget pour les agriculteurs. Le salon de l'agriculture doit commencer à la fin février. Il y a 300 millions d'euros qui leur ont été promis récemment. Il faut encore que ce soit voté. Alors ça ne le sera pas. Bien sûr, il avait fait l'erreur de s'engager à ne pas utiliser le 49.3. Il va devoir, il y sera contraint. Mes amis, c'est fini. Nous allons nous séparer, mais nous retrouver la semaine prochaine. On se sépare avec un hommage à la cuisine, extrait des musiques de table de Téléman. Clin d'œil à notre invité de 8h15, Gauthier Battistella, et à son Bocuse qui sort chez Grasset, biographie du chef des chefs.